Plogoff, l'enquête d'utilité publique en question. Le passé de Georges Marchais, reportage de notre envoyé spécial à Augsbourg. Chute brutale de l'or, le dollar en profite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le temps devient franchement mauvais. Il y a quelques jours encore, on s'attendait à voir bientôt des jonquilles et des primevères. Aujourd'hui, il n'en est plus question avant l'époque de leur floraison normale. Nous verrons naturellement la météo en détail à la fin de cette édition. Et nous commencerons par une catastrophe aérienne à Varsovie. La plus meurtrière, hélas, de toute l'histoire de l'aviation civile polonaise, un Ilyushin 62 de la compagnie aérienne LOT s'est écrasé sur la piste d'atterrissage. 87 personnes auraient trouvé la mort, dont les membres de l'équipe de boxe amateur des États-Unis. L'appareil venant de New York était sur son axe de descente. Il est tombé en chute libre d'une centaine de mètres. On ignore pour l'instant les causes de cet accident. Le troisième en 10 ans sur les aéroports de Varsovie et de Cracovie. 2 Antonov 24 en 69 et 73. Et ce matin, un Ilyushin 62, 3 avions de la compagnie aérienne polonaise. Le premier aurait été détourné à l'époque par un pirate de l'air. Dans le deuxième figuraient parmi les victimes les ministres de l'Intérieur de Tchécoslovaquie et de Pologne. Aujourd'hui, l'impact aurait été précédé d'une explosion et l'hypothèse d'un sabotage est sérieusement retenue par les enquêteurs. Aucun survivant. Sur la liste des victimes, 13 boxeurs américains et leur entraîneur, attendus à Varsovie pour une série de rencontres avec une sélection polonaise. 87 morts dans cet accident d'avion à Varsovie, 77 passagers et 10 membres d'équipage. France nucléaire, un incident s'est produit sur le réacteur de la tranche 2 de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Il s'agit d'une radioactivité anormale qui est apparue dans le circuit primaire de refroidissement, mais il n'y a eu aucune fuite radioactive en dehors de l'enceinte du réacteur. EDF a dû arrêter ce réacteur et officieusement, l'on estime que les travaux de remise en état pourraient durer plusieurs semaines. À Plogoff, on arrive au dernier jour de l'enquête d'utilité publique, enquête qui aurait duré 40 jours, sur la construction éventuelle d'une centrale nucléaire dans cette localité du Finistère. Où en sont les choses après tous les incidents, aujourd'hui encore, qui sont succédés à Plogoff et aux environs depuis quelques semaines? Hier encore, un certain nombre d'associations se sont rendues de façon spontanée et au son de la Marseillaise à l'endroit où stationnaient les mairies annexes. En tête du cortège, applaudi par un millier de personnes, 4 drapeaux tricolores, portés par des anciens combattants suivis des élus locaux qui avaient en la circonstance ceint leur écharpe tricolore. À la hauteur des forces de l'ordre, un barrage improvisé devait alors tenter de faire obstacle au cortège, au sein duquel la colère montait rapidement. À l'issue d'une discussion assez vive, les anciens combattants étaient invités à poursuivre leur route, alors que derrière, une partie des manifestants partait à la rencontre des gendarmes. En fin de journée, comme à l'accoutumée, les forces de l'ordre, bombardées de pierres, se retiraient, protégeant leur départ par un tir de grenades lacrymogènes. Image désormais traditionnelle au cours de cette enquête, une enquête dont le maire de Plogoff persiste à nier l'utilité. L'enquête d'utilité publique, ce n'est pas une enquête. D'ailleurs, l'expansion, on l'a dit il y a 3-4 jours, content ou pas content, c'est décidé. La centrale ira à Plogoff. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu l'occasion de le dire aux enquêteurs il y a 2 jours. À quoi servez-vous ici? Qu'est-ce que vous venez faire à Plogoff? Puisqu'on ne tiendra pas compte de votre avis. On ne tient même pas compte de l'avis du Conseil d'État. Alors ça, c'est grave. Ce n'est qu'au dernier ressort, c'est le Premier ministre qui décide. Alors à quoi sert une histoire d'enquête qu'on appelle, nous, une enquête bidon, et qu'on envoie une force si importante, si on savait les dépenses qu'il y a eu, de voir 600 personnes nous encadrer ici tous les jours, croyant nous avoir pire qu'au temps de l'occupation, eh bien là, une fois de plus, je suis fier des gens de Plogoff, parce qu'ils ont prouvé qu'ils n'ont pas peur ni des gendarmes, ni des personnes d'autres. Ultime manifestation cet après-midi vers 17h. Plusieurs milliers de personnes étaient venues clamer une dernière fois leur opposition au projet nucléaire. De brefs mais violents incidents éclataient lors du départ des mairies annexes, mises en place depuis le 31 janvier pour l'enquête officielle d'utilité publique et encadrée par des forces de l'ordre. Les gendarmes ont quitté Plogoff, laissant des écrans de fumée lacrymogènes derrière eux. Il n'y a pas eu de blessés. Le calme est revenu après le départ du dernier garde mobile. Louis Verriot, à quoi servent les enquêtes d'utilité publique? Eh bien, nous venons de le voir depuis 40 jours, 45 jours, les habitants des alentours de Plogoff bafouent la loi. Et depuis 45 jours, l'État, avec ses forces de police,
tente de la faire respecter. Résultat, une enquête d'utilité publique qui n'a été utile à personne puisque les populations n'ont pas voulu enregistrer leur opinion sur les registres et que l'État, normalement, ne peut prétendre décider après avoir consulté les habitants. Tout cela parce que l'enquête d'utilité publique n'est pas une véritable consultation. Elle n'est dans la plupart des cas qu'une enquête d'utilité pour le promoteur d'une opération, qu'il s'agisse d'une administration, d'une entreprise comme l'EDF ou d'un constructeur privé. C'est pourquoi je crois que les Français n'y croient pas beaucoup, n'y croient plus beaucoup. Les habitants de Plogoff ont dénoncé l'enquête bidon parce qu'ils ont vu que ce qui s'est passé à Golfech, dans le sud-ouest, eh bien, la décision de construire une centrale nucléaire avait été prise et annoncée avant même que l'enquête n'ait été terminée. Alors il faut donc faire, à mon avis, 3 observations. Premièrement, quand les projets ont un intérêt national et un tel impact, comme c'est le cas pour une centrale nucléaire, la consultation ne peut se limiter à quelques jours d'enquête dans quelques villages. Deuxièmement, le soin d'informer ne peut être confié seulement à celui qui est intéressé par l'enquête et l'utilité publique. Et troisièmement, aux problèmes nouveaux, à projets nouveaux, procédures nouvelles. Certains pays comme l'Angleterre ont adopté le système de l'audition publique où chacun peut parler, s'exprimer, contester ou approuver devant des juges impartiaux et des enquêteurs compétents. Au journal Le Monde, le président de la République a confié le 26 janvier 1978 « Aux appréhensions, il faut répondre en profondeur et non par une campagne de propagande. Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Il reste donc, à mon avis, 2 conditions, que les Français soient complètement informés et qu'après l'avoir été, ils acceptent la décision qui sera prise en fonction d'un intérêt public, cette fois mieux expliqué, donc peut-être mieux compris et mieux accepté. Quant à la marée noire sur la côte de Granit, 600 militaires étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour combattre le mazout qui s'échappe du Tagno et plusieurs compagnies, environ 400 hommes, arriveront, nous dit-on, en renfort avant dimanche. Légère baisse du chômage en février dernier. Il y avait 1 447 000 demandeurs d'emploi inscrits à la NPE contre 1 485 000 le mois précédent. Cette légère baisse est inférieure à ce qui était attendu et montre que la situation de l'emploi demeure bien fragile. On constate également une tendance à l'allongement de la durée du chômage. En effet, 628 000 demandeurs d'emploi attendent du travail depuis plus de 3 mois. À la bourse de Paris, le lingot d'or a été coté aujourd'hui à 72 600 francs, en baisse donc de près de 5 500 francs sur hier. À Londres, l'or a également perdu du terrain. Le responsable de cette baisse de l'or et des métaux précieux, c'est la flambée des taux d'intérêt, flambée qui perturbe depuis quelque temps la vie économique et financière des pays occidentaux. Le point par Philippe Sassier. Les taux d'intérêt aux États-Unis battent des records et même pendant la grande crise de 1929, ils n'ont jamais été aussi élevés. Résultat, certains investisseurs, certains spéculateurs quittent, abandonnent les marchés de l'or et des matières premières ainsi que des métaux précieux pour aller se placer sur les marchés monétaires où les billets de banque sont rémunérés de l'ordre de 18%. Hier, à New York, l'or a fait un plongeon, il a perdu environ 10%. Le platine a perdu 25%, l'argent métal a perdu 20%. Et ces remous sur les marchés américains finissent bien sûr par se répercuter sur les marchés européens. Et puis, aujourd'hui, on attend de savoir ce que va annoncer le président Carter dans son programme anti-inflation, un programme qu'il va annoncer dans environ 2 heures. On dit qu'il y aura en tout cas 10 milliards de dollars d'impôts et de taxes supplémentaires et que le prix de l'essence aux États-Unis pourrait augmenter. Dans la controverse entre Georges Marchais et l'hebdomadaire L'Express, affaire que notre confrère relance dans son numéro d'aujourd'hui, il existe, après la parution il y a quelques jours du fameux document, essentiellement 2 points litigieux. Premièrement, M. Georges Marchais s'était-il rendu volontairement en Allemagne au temps de l'occupation ou y était-il parti contraint et forcé? Et deuxièmement, M. Marchais est-il revenu en 1943 ou en 1944? Le représentant permanent d'Antenne 2 en Allemagne de l'Ouest, Michel Meyer, est allé à Augsbourg et vous allez le voir, il y a mené une enquête extrêmement minutieuse qui apporte des éléments nouveaux. Cette carte jaune où figure le nom, la date de naissance, le lieu de naissance de Georges Marchais
est protégée par la loi allemande. Et si je peux l'avoir entre mes mains, c'est grâce à l'autorisation du maire d'Augsbourg et de Georges Marchais lui-même qui, par l'intermédiaire de son avocat, a permis hier que des journalistes, que la presse puisse avoir plus longuement accès à ce document. On a dit un peu tout, et souvent, il faut bien le dire aussi, n'importe quoi à propos de cette carte jaune. Alors, première question à monsieur le maire d'Augsbourg, est-ce que cette carte, telle qu'elle est là, prouve quoi que ce soit sur le statut de monsieur Georges Marchais durant son séjour à Augsbourg? Tout d'abord, cette carte provient d'un fichier pour étrangers. En effet, d'après les règlements de 1938 du Troisième Reich, elle concernait tout étranger vivant en Allemagne. Elle était remplie par les services de police. C'est donc une carte de police d'un fichier pour étrangers tenu par la police. Voilà pour l'authenticité de cette carte. Pour analyser son contenu, je me suis fait accompagner par Helmut Hoffmann, juriste de la ville d'Augsbourg, chargé par son maire d'expertiser de façon pratiquement scientifique les inscriptions qui y figurent. Avec lui, j'ai eu accès aux archives. Je suis maintenant dans le grenier un peu désaffecté des archives d'Augsbourg, à côté de ce fichier oublié dans lequel on retrouve la fameuse carte de Georges Marchais. Une carte perdue parmi de nombreuses fiches, plus de 6000 au total, des fiches soigneusement repérées grâce à de petits onglets que vous voyez là, où sont inscrits les nationalités des étrangers qui ont vécu ici durant la guerre. Il y a des Français, des Lettoniens, des Soviétiques, des Polonais et même des apatrides. Analysons maintenant avec une extrême précision cette carte de Georges Marchais. La première chose qui me frappe, c'est le fait que Georges Marchais n'a pas eu, durant son séjour en Allemagne, de permis de séjour dûment signé, alors que c'est le cas d'autres Français nombreux qui se trouvaient en Allemagne à ce même moment. Alors pourquoi cette différence, monsieur Hoffmann ? Eh bien, au terme de la loi de l'époque, un étranger qui vivait et travaillait en Allemagne devait avoir également un permis de séjour. Lorsque ce permis était accordé, il figurait sous une rubrique spécifique sur la carte pour étrangers. Ce n'est pas le cas pour Georges Marchais. Pourquoi? Il n'y a pas d'enregistrement de ce genre sur la carte de Marchais. On doit donc en conclure qu'il n'a pas eu de permis de séjour. On doit aussi en déduire qu'il ne se trouvait pas en tant que travailleur normal sur le territoire du Reich, mais qu'il avait je ne sais quel statut particulier. Intéressons-nous maintenant au recto de la fiche de Georges Marchais, de la carte de Georges Marchais, et à sa partie inférieure. Il y a deux dates ici. Que signifie-t-elle? 19-12-42, Augsburg, Stephansplatz 9, Mars 43, Hausstetten abgemeldet. Was bedeutet das? Cela signifie que Marchais a été enregistré le 19 décembre 1942, qu'il avait son domicile Stephansplatz 9 et qu'en mars 1943, son domicile a été transféré à Hausstetten. Rien de moins, rien de plus. Nicht mehr, nicht weniger. L'inscription la plus sensible de la carte de Georges Marchais est celle-ci. Inscrite au crayon, on ne l'a pas assez dit, 10, 5, 44, rayée, suivant une autre inscription, 10, 5, 43. Quelle signification accorder à ces mentions? De façon presque certaine, ce sont là des notations que le fonctionnaire du fichier se faisait pour lui-même. Il voulait réviser cette carte à un jour J et il rayait, après je ne sais quel contrôle, la date au crayon. Cela signifie-t-il que Georges Marchais était en Allemagne à ces dates et notamment en 1944? Non, aucunement, car ces notations étaient faites en l'absence des intéressés. Et pourquoi au crayon? Cela indique aussi qu'il ne s'agissait que d'une notation interne, car toutes les mentions administratives étaient inscrites à la machine ou à l'encre. 10-5-44, une date essentielle. Que signifie-t-elle par rapport à d'autres dates sur d'autres cartes?
Cela signifie que le fonctionnaire du fichier a vu la carte de marché le 10 mai 1944. Sur d'autres cartes, il y a des mentions de même nature. Très remarquable est celle-ci, la date du 20 mai 1946 est indiquée. Pourtant, la personne concernée était retournée en France dès avril 1945. C'est vrai? Cela veut dire que l'inscription 20 mai 1946 ne pouvait avoir été faite en sa présence. Je résume donc Michel Meyer, le document produit par l'Express est authentique, mais on ne peut en tirer aucune conclusion, ni sur la durée du séjour de Georges Marchais en Allemagne, ni sur le statut qui y fut le sien pendant son séjour. Nous continuons notre enquête sur les villes françaises qui ont une municipalité union de la gauche. Hier, Pierre-Alain vous avait montré Béziers, où les choses vont dans l'ensemble bien. Aujourd'hui, il nous mène à Angers, Maine-et-Loire, où elles vont moins bien. Le talon d'Achille de l'union de la gauche à Angers, le voici, les transports en commun. En 1977, quelques mois après la victoire surprise de la liste qu'il conduit, le maire socialiste Jean Meunier découvre que les bus font un trou de 2,5 milliards de centimes dans le budget de la ville. Cet ancien responsable de la CFDT ne voit qu'une solution, douloureuse, les licenciements. C'est la grève, dure, soutenue par les élus communistes. Ce comportement coûtera le retrait de leur délégation à 3 adjoints. Le Parti communiste a eu 2 attitudes et 2 langages. D'un côté, il était à l'intérieur des organismes municipaux et du syndicat mixte très solidaire, très conscient des problèmes posés, et je le dirais très gentil. Et à l'extérieur, alimentait la grève, versait de l'huile sur le feu. Je leur ai demandé de choisir entre la solidarité municipale et l'abandon du double langage, ou au contraire, de partir des responsabilités municipales. Il y a eu une réponse ambiguë. Les responsabilités ont été enlevées. Réponse des communistes, autoritarisme abusif, prétexte politique. La défense des travailleurs en lutte est conforme au contrat passé en 1977. Ce n'est pas un manque à la solidarité de gestion. Cette solidarité implique la concertation. La concertation, il la réclamait encore le 22 février lors de l'examen du budget. Le dialogue permanent est nécessaire à la gestion. L'isolement conduit inévitablement à la gestionnite et au sectarisme. On ne peut se dispenser d'une démarche démocratique, sinon, comme nous le dénoncions ensemble en mars 1977, les affaires de la cité se régleront au coup par coup, dans l'improvisation, en comité restreint, ou en séance privée de la municipalité. Sinon, les décisions prises ne correspondront pas à l'aspiration profonde au changement de la majorité des Angevins. Cette mise en garde ne se veut pas agressive, mais constructive et ouverte vers l'avenir. Artifice ou sincère volonté d'union, le budget 80 sera finalement voté à l'unanimité. Les communistes veulent croire que la situation peut encore évoluer et qu'Angers n'est qu'un cas marginal, mais le maire socialiste, proche de Michel Rocard, a semble-t-il fait son deuil de l'union de la gauche. Je crois profondément, quant à moi, que le Parti socialiste doit retrouver sa fierté, son autonomie, pour présenter aux Français des objectifs qui soient capables de leur redonner espoir. L'espoir dans la gauche, ça existe dans le pays, ça existe à Angers et ça existe en France, à la condition que les responsables du Parti socialiste ne se déterminent pas par rapport au Parti communiste ou à Georges Marchais, mais par rapport aux problèmes posés aux citoyens de ce pays. François Mitterrand disait en 1976 de ce bastion conservateur: quand Angers votera à gauche, la France sera socialiste. Les Angevins ont cru à l'union de la gauche en 1977, reste 81 et les prochaines municipales dans 3 ans. M. Jacques Chirac restera maire de Paris et conseiller général de Corrèze. Le Conseil d'État a estimé aujourd'hui que ces 2 mandats étaient compatibles. Il a ainsi rejeté une requête des conseillers généraux de gauche de Corrèze et de 3 conseillers de Paris. Il faut noter que cet arrêt intervient au moment où la classe politique s'interroge sur l'opportunité du cumul des mandats. Jacques Chirac sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel lundi soir à 20h30, ici même, dans notre émission Cartes sur table. Université, la démission de Pierre Merlin, président de Vincennes, a été remise officiellement au recteur de Paris,
Pierre Merlin avait annoncé mercredi à 20h, ici, sur cette antenne, dans ce journal, en direct, son intention de quitter ses fonctions, qu'il ne pouvait plus, disait-il, assurer normalement. Le rectorat de Paris étudie une formule permettant à Vincennes de continuer à assurer le service public. Par ailleurs, dans Paris cet après-midi, 2000 personnes ont manifesté en faveur de l'abrogation de la circulaire du ministère de l'Intérieur, circulaire qui prévoit des restrictions pour l'inscription d'étudiants étrangers dans les universités françaises. Eh bien, étranger, le Parlement suédois vient de décider de porter les congés de maternité à 12 mois, et ce à partir de cet été. Jusqu'ici, les parents avaient droit à 9 mois de congé à la naissance de leur enfant. En fait, c'était, dirons-nous, un congé parental, puisque l'homme ou la femme pouvait en bénéficier indifféremment. Et pendant ces 9 mois de congé, le bénéficiaire, c'est-à-dire le père ou la mère, touchait 90% de son salaire. Alors, à partir de juillet, il y aura donc 3 mois de congés supplémentaires de 9 à 12 et qui seront payés au taux de l'indemnité journalière minimale de la sécurité sociale. Les explications d'Isabelle Bechler. Au hit parade des congés de maternité, derrière la Suède qui bat bien sûr tous les records de protection sociale, on trouve l'Italie avec 20 semaines d'arrêt à 80% du salaire et une possibilité de 6 mois de congé postnatal à 30% du salaire. La France vient ensuite avec 16 à 20 semaines d'arrêt à 90% du salaire. En France, le congé parental peut durer 2 ans, mais c'est un congé sans solde. Il est accordé à la mère en priorité. En 4e position, la Grande-Bretagne, où le congé est de 18 semaines, mais il est nettement moins bien rémunéré, jugez plutôt 90% du salaire pendant 6 semaines seulement. Ensuite, la femme n'a qu'une indemnité journalière d'incapacité de travail. À la 5e place, on trouve l'Allemagne fédérale où le salaire net est maintenu pendant au moins 14 semaines et jusqu'à 18 en cas de naissance multiple ou prématurée. Quant à la couronne belge, elle a fait voter un congé de 14 semaines, donc 30 jours seulement, sont rémunérés à 100%. Après, l'indemnité journalière correspond à une indemnité d'incapacité de travail. Le maréchal Tito est au plus mal. Ceux qu'il soigne ont déclaré en fin d'après-midi que la médecine humaine ne pouvait plus rien pour le maréchal Tito. Politique internationale, selon l'agence officielle soviétique TASS, les ministres des Affaires étrangères du RSS et d'Afghanistan viennent de réaliser un accord à Moscou sur les problèmes pratiques, je cite, touchant aux conditions du séjour provisoire sur les territoires de l'Afghanistan d'un contingent limité de troupes soviétiques. Fin de citation, mais on ne nous dit pas les détails de l'accord réalisé. On ne nous les dit pas ou pas encore. Le Parlement européen a adopté une proposition de Mme Louise Weiss et des gaullistes demandant aux États de la Communauté européenne de saisir la Cour internationale de justice de La Haye du drame des otages américains en Iran. Alors en Iran même, c'était aujourd'hui le premier tour des législatives, la 5e consultation électorale que connaît l'Iran depuis 1 an. Si l'on a voté dans l'ordre à Téhéran, il n'en a pas été de même au Kurdistan, où d'ailleurs plusieurs incidents avaient déjà marqué la fin de la campagne électorale. Bruno Alba. Il faudra voter de nouveau au Kurdistan. Les scrutins organisés dans 3 villes, malgré les consignes du gouvernement, seront annulés. Motif officiel, des éléments armés jugés irresponsables rendaient impossible le déroulement normal du vote. Dans le reste du pays, en revanche, pas d'incident, mais un véritable casse-tête pour les électeurs. 3000 candidats répartis dans l'anarchie la plus totale sur les listes de candidature, tout cela après une campagne qui n'a guère éclairé l'opinion. Pourtant, l'objectif de Bani Sadr est clair, il lui faut trouver au Parlement une majorité pour gouverner, un appui suffisant pour résoudre l'affaire des otages. Ce matin, l'ayatollah Khomeini a voté à l'hôpital. Ces derniers jours, il avait appelé les Iraniens à se prononcer pour des candidats authentiquement islamiques, mais il n'avait désigné personne en particulier comme son candidat. Au Zimbabwe Rhodésie, la période de transition actuelle durera jusqu'à l'indépendance, laquelle sera effective le 18 avril, dans 1 mois donc. Et en attendant, c'est toujours le représentant britannique, Lord Soames, qui dirige les affaires du pays, tandis que le gouvernement de M. Mugabe s'initie au rouage du pouvoir, et visiblement, M. Mugabe cherche à rassurer l'opinion publique chez les Blancs. Alors que pense de la situation générale au Zimbabwe l'Union sud-africaine, son voisin du Sud, pays où les relations entre les Blancs et les Noirs ont toujours été difficiles et qui demeure le dernier bastion blanc? Philippe Châtenay, pour répondre à cette question, s'est rendu pour nous en Afrique du Sud, dans la fameuse agglomération noire du Soweto.
C'est dans les cités noires d'Afrique du Sud, et notamment ici, à Soweto, la ville dortoir aux portes de Johannesburg, où vivent 1 200 000 Noirs, et où avaient éclaté il y a 4 ans de sanglantes émeutes contre l'apartheid, que la victoire de Robert Mugabe aux élections rhodésiennes a eu le plus d'impact. Certes, personne ici n'ose en parler ouvertement, mais comment ne pas tirer les leçons de la façon par laquelle les nationalistes noirs sont arrivés au pouvoir à Salisbury? Certes, Robert Mugabe a été élu démocratiquement au suffrage universel. Mais pour que les Noirs arrachent ce droit de vote, il a fallu presque 10 ans d'une guérilla impitoyable contre le régime blanc. Alors, est-ce que les Noirs sud-africains seront tentés d'obtenir le partage du pouvoir par la force, eux aussi? La réponse, en fait, est entre les mains des Blancs. Est-ce que l'exemple de la Rhodésie les poussera à durcir ou au contraire à assouplir leur position? Beaucoup dépendra de l'évolution de la situation en Rhodésie, de si Mugabe se révèle un extrémiste anti-blanc ou alors l'architecte d'un multiracisme harmonieux. Mais en fait, avant même l'élection de Mugabe, le nouveau Premier ministre sud-africain, F.W. Botha, avait commencé à bouleverser, lentement mais avec détermination, toute la structure de l'apartheid pour orienter l'Afrique du Sud vers une nouvelle forme de rapport entre les races. Les événements de Rhodésie n'ont fait que le renforcer dans cette volonté de réformer et de libéraliser. Le pape Jean-Paul II effectuerait un voyage en France au début de juin. La nouvelle n'est pas encore officielle, loin de là. Le souverain pontife se rendrait, vous voyez, nous parlons au conditionnel, à Paris, à Lisieux, peut-être dans le Nord, peut-être à Strasbourg. Mais le père Jacques David, secrétaire de la mission épiscopale pour l'opinion publique, précise que dans l'état actuel des choses, toutes ces suppositions, pour reprendre son mot, ne reposent sur rien. Peut-on faire des économies, faire du moins des économies à la sécurité sociale en améliorant la qualité de vie et de confort des malades? Oui, en tout cas, quand il s'agit des gens qui coûtent le plus cher à la collectivité, les malades qui ont recours aux reins artificiels et qui acceptent de faire leur séance de dialyse à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Tel est le thème de la journée consacrée aujourd'hui à la dialyse à domicile. Sachez qu'en centre hospitalier, les séances qu'il faut répéter plusieurs fois par semaine et pendant toute la vie reviennent à 2000 francs environ l'une, contre seulement 600 francs à la maison. Alors, seule condition pour ce système à domicile, accepter de se prendre en charge et d'avoir dans son entourage un parent ou un conjoint qui prenne le relais de l'équipe médicale. Martine Alain Regnault est allée à Marseille chez le professeur Holmer, assister à l'apprentissage d'un couple qui expérimente un rein un peu particulier, un rein qui parle. Ce couple marseillais vit à 60 ans le début d'une grande aventure. Lui, dynamique directeur d'une petite entreprise, a perdu totalement l'usage de ses reins et a passé plusieurs jours entre la vie et la mort. Depuis 1 mois et demi, il est soumis aux reins artificiels. Elle, femme au foyer, forme avec lui un couple suffisamment uni pour qu'ils décident de prendre en charge tous les deux cette épreuve. C'est décidé. Les séances de dialyse, qui durent 4 heures tous les 2 jours, se feront dans leur appartement, sans équipe médicale, sous le contrôle exclusif de madame. Pour le moment, ils sont en apprentissage à l'hôpital de la Conception. Lui s'habitue à la machine, elle s'entraîne pour la maison à préparer la dialyse et à lui faire ses piqûres. C'est ce qu'il déteste le plus, il l'avoue. Elle va aussi apprendre à contrôler la machine qui va filtrer le sang et le débarrasser des principaux déchets toxiques à la place des reins perdus. C'est une grande responsabilité et une cause d'anxiété permanente. N'a-t-on rien oublié? Qu'est-ce qui ne va pas? Faut-il appeler à l'aide? Ils ne sont pas les seuls à se poser de telles questions. Des centaines de couples de dialysés à domicile s'interrogent ainsi. Ce qui est nouveau cette fois, c'est qu'ils ont la réponse aux questions qu'ils se posent, car ils apprennent la dialyse avec le seul rein artificiel expérimenté en France, qui à la moindre alarme peut dire ce qu'il faut faire. Il vous indique une alarme de pression veineuse élevée ou de pression veineuse basse. Assurez-vous que l'aiguille veineuse est bien positionnée. Personnellement, moi, j'ai pas de problème. Vous faites confiance à la machine? Je fais confiance à ma femme, surtout. Oh, cette machine-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pour moi, elle n'a rien de spécial, mais hein, pour ma femme, oui, parce qu'elle la prévient d'une panne éventuelle et elle lui explique la façon d'y remédier. Madame, ça change beaucoup de choses pour vous, que cette machine vous parle? Elle me sécurise, disons. Parce que je ne serai pas seule en cas de panne. Je suis profane, donc en cas de panne, si elle m'aide à me dépanner moi-même, ce sera quand même quelque chose d'appréciable. La pompe à sang est arrêtée, mais le dialysat
continue de circuler dans le dialyseur. Vous comprenez tout ce qu'elle vous dit? J'espère le comprendre en fin de stage. Parce que tout de suite, il y a trop peu de temps que je le suis. Vous êtes en entraînement pour longtemps? Je pense encore au moins 2 mois. Et alors, lorsque vous ramènerez la machine à la maison, vous allez faire en quelque sorte un ménage à 3? Exactement. Si la pompe à sang ne s'était pas remise en marche, veuillez le signaler à votre assistant. On est relié directement avec un médecin de l'hôpital ou un de ces messieurs, un dépanneur. Donc, malgré tout, étant sur Marseille, le problème n'est pas tellement important. À moins que ce soit quelque chose vraiment de très grave, mais enfin, on va apprendre à ce moment-là à y remédier avant, en attendant que ces messieurs arrivent. Alors, vous êtes parti pour combien d'années comme ça? Toute notre vie, tant que ça peut durer. Parlons d'animaux, d'abord de phoques, ensuite de ratiers. La saison de la chasse aux phoques commence dans les zones polaires. Une fois de plus, les associations de protection de la nature se mobilisent pour limiter le massacre. Pour sa part, la France a décidé aujourd'hui d'interdire cette pratique dans les 2 zones où elle ne l'était pas encore, les terres australes et l'Antarctique français. Une bonne nouvelle pour Brigitte Bardot qui sera l'invitée demain à 12h30 d'un samedi et demi consacré à ces animaux victimes de l'homme. Avec des images très dures, comme celle des concours de ratiers organisés aujourd'hui encore dans le nord de la France. Le jeu est simple et le spectacle ouvert à tous est déclaré vainqueur le propriétaire du chien qui tuera le plus rapidement possible ces 3 rats attrapés dans des décharges publiques. Samedi et demi donc, avec plusieurs défenseurs des animaux, on y parlera du transport des chevaux, de la vivisection et de l'élevage intensif. Demain matin, reprise du trafic normal à la SNCF. Et le temps des bains, eh bien de la Corse aux Alpes et à l'est du Massif central, temps avec pluie localement orageuse, neige en montagne et risque d'avalanche sur les Alpes, ailleurs temps plutôt froid, avec faible gelée matinale dans l'intérieur, ciel souvent très nuageux, avec des averses devenant plus rares en journée, tandis que quelques éclaircies se développeront de l'Alsace à la Manche, vous le voyez, c'est très médiocre. Vers 23h, vous aurez les dernières informations de la journée présentées par Palamar. Demain, antenne de midi avec ces séquences sur les animaux. Et demain à 20h, si tel est votre choix, nous nous retrouverons ici même. Bonsoir, merci.